On est à quelques secondes du deuxième signal, celui des 4 minutes. Alors on va tendre l'oreille, profiter de ces magnifiques images et attendre le signal par le directeur de la course. Secondes, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Envoi du signal préparatoire. Le préparatoire est le pavillon P. Preparatory signal flag, papa. À partir de ce moment-là, en général, les bateaux se lancent véritablement. Donc ils ont tous désormais, à quelques rares exceptions, les 2 voiles. Et ils commencent à se diriger à plus vive allure vers la ligne de départ. Donc là, la pression commence à monter très fortement pour les skippers parce que les bateaux vont se rapprocher de la vitesse. Et le pic, c'est dans la dernière minute où là, les bateaux sont normalement lancés et très proches. Ils vont tous aller vers cet entonnoir qui fait, bon, on l'a dit, 6 km. Ils sont regroupés, en fait, on voit les monocoques, les IMOCA qui sont avec les IMOCA, les classes 40 qui sont avec les classes 40. Ils sont un peu... Par catégorie Par catégorie. Il y a 6 catégories au total. Ouais, c'est ça. Donc les ultimes qui sont les gros bateaux qui vont être le plus au nord, qui vont être le plus au large et qui vont s'échapper très vite pour aller tirer un bord et revenir vers le Cap Réel. Et les petits bateaux, les monocoques classe 40, qui eux vont être le plus proche de la pointe du Groin pour le départ. Et Stéphane, vous êtes en plateau avec nous, mais votre corps est en train de changer, on le voit. Vous êtes en train de vous crisper un petit peu, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Avec l'habitude de prendre ces départs, il y a une pression naturelle qui se met en place et je suis en train de réfléchir à comment j'aurais pris ce départ, quel côté de la ligne. Et j'ai l'impression effectivement de vivre ça, de partager ça avec eux. Le prochain signal, c'est 1 minute. Donc là, on voit que les rapprochements entre les bateaux commencent à être... c'est un peu plus tendu, et les bateaux ont de la vitesse. Donc là, voilà, avec les faits, on se rend compte que les bateaux sont très très proches les uns des autres. Donc c'est là qu'il y a un risque de collision qui est assez fort. Il y a tout un tas de règles, de priorités, une espèce de code de la route, code de la mer, code de la régate, si vous préférez, pour gérer ces contacts-là, mais c'est souvent un peu subtil. On est à 2 minutes et 10 secondes du départ de cette 12e édition de la Route du Rhum, Tanguy. Oui, et là on voit bien les flottes avec cette vue, avec la ligne virtuelle. Les bateaux qu'on voit devant nous, c'est la flotte la plus grande, c'est les classes 40, ils sont 55 au départ. C'est eux qu'on voit le plus pour l'instant, mais c'est eux qu'on va voir le moins ensuite, puisqu'ils forcément ils vont aller moins vite que les ultimes, qui sont des bateaux qui vont à plus de 80 km/h, alors que là on est sur des bateaux qui vont déjà vite, qui traversent l'Atlantique bien sûr. En procédure. En procédure, tu m'appelles après le départ. En procédure, sauf urgence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Stéphane? Alors, j'ai pas bien entendu. En procédure, on a entendu... Ouais, en cas d'urgence, c'était pas... Alors, c'est vrai que nous, de l'extérieur, quand on entend le mot urgence, on se demande ce qui se passe, mais... Alors, là, ce qu'on voit, c'est que les classes 40, ils ont tous décidé de partir plutôt dans le sud de la ligne. On est à 1 minute et 15 secondes du départ. Tanguy, Stéphane, on va profiter de ce départ, tous ensemble, dès la minute passée, comme si vous étiez dans cette flotte de la Route du Rhum. Et on est ensemble jusqu'à 16h pour vivre ce départ. 4, 3, 2, 1, top, minute. Minute sous pavillon P. Ouais. Stéphane, 30 secondes avant le départ. Voilà, c'est ça. Donc on voit les bateaux qui se lancent, on en voit qui sont un petit peu en avance. Là, je pense qu'il y en a qui iront sans doute voler le départ. Ça va être le cas de Crosscall, qui me semble un peu en avance. Pour le départ, attention, 20 secondes. Alors c'est petit. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ.
Le départ qui est donné à l'instant. Et Stéphane, Tanguy, on a vu qu'il y a quelques départs qui ont été anticipés sur cette ligne. Voilà, donc il me semble qu'il y a un classe 40 au moins et sans doute un ou deux IMOCA qui vont écoper de cette pénalité de 4 heures. Après, sous réserve que ce qu'on voit à l'écran est évidemment fidèle à ce qui se passe sur l'eau. Et ils vont être signifiés par le comité de course dans les prochaines minutes de leur infraction. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la voile, sur une petite régate dans une baie à côté de la maison, on fait le tour de la ligne et on repasse la ligne de départ. Mais là, impossible, faut partir. Avec 138 bateaux, on ne s'aventure pas à faire un demi-tour. Donc là, on est parti et c'est 4 heures de pénalité, évidemment, si on a passé la ligne un peu trop vite. Là, on arrive avec les gros bateaux, Banque Populaire devant nous. Donc là, c'est les ultimes qui vont vite accélérer. 32 mètres par 23 mètres, mais ça, si vous faites du tennis, c'est l'équivalent de 3 cours de tennis les uns à côté des autres. On voit un très bon départ de Thomas Ruan, linked out, qui me semble bien positionné avec de la vitesse. Alors ce qui est intéressant, c'est comme il est au sud de la flotte, il a du vent qui n'est pas perturbé par les autres bateaux, ce qui lui permet de bien lancer son bateau à pleine vitesse, alors ce qui n'est pas le cas évidemment des bateaux qui sont un petit peu plus derrière. Il y a beaucoup de turbulences qui sont créées par les voiles des autres et en général, c'est une des subtilités du départ, c'est arriver à s'extraire des zones de dévent. Et là, on voit que ça va très très vite en ultime. Hein. Ça y est, ils sont lancés. C'est des bateaux capables d'aller à 30 nœuds, donc presque 60 km/h au près, ce qui est considérable. Donc là, on ne les voit pas sur cette image, mais c'est presque 2 fois plus vite. 3 fois plus vite qu'un IMOCA et 4 ou 5 fois plus vite qu'un classe 40 à ces allures-là. Donc c'est considérable. On voit que ça moutonne sur la mer. Ce qu'on appelle moutonner, c'est qu'on voit qu'il y a des petits moutons blancs sur l'eau. C'est l'indicateur, quand ça commence à moutonner comme ça, c'est qu'on est autour de 15 nœuds de vent. Ça fait 30 km/h de vent. C'est pas grand-chose pour ces bateaux-là. Et en même temps, c'est des conditions qui sont vraiment parfaites. Donc là, on les voit un peu tous partir vers le large. Et puis, en fait, ils vont se fixer un moment où ils vont pousser sur la barre pour virer et retourner vers le Cap Frêle. On l'a dit, le Cap Frêle est face au vent, donc face au vent, un bateau ça peut pas avancer. Le vent passe des deux côtés de la voile sans pousser sur la voile, donc il faut un peu tourner le curseur pour que le vent rentre dans la voile et qu'on accélère. Qui a pris le meilleur départ chez les ultimes? On dirait que c'est Gitana, Charles Caudrelier, qui a eu un très très bon timing, qui a le vent qui est bien dégagé, bien frais comme on dit. Mais ça a l'air assez serré. Et du côté des IMOCA, on voit que Justine Métro avec Teamwork a fait un très bon départ et Thomas Ruan me semble aussi en très bonne position. Justine Métro, c'est une des 7 femmes au départ. C'est presque une anomalie qui est si peu de femmes, 7 sur 138 au départ de la route du Rhum. Et c'est dans cette catégorie des IMOCA qui sont des bateaux qui sont quand même très sportifs, qui a le plus de femmes au départ. Avec là une autre femme, Amélie Grassi, qui est la belle-fille de Yves Le Blévec, qui est sur Actual. Il y a plein d'histoires de famille aussi sur cette route du Rhum. Il y a les Escoffiers, il y a effectivement Yves Le Blévec avec Amélie Grassi, il y a Philippe Poupon qui a une de ses filles, je crois, au départ également. On entend beaucoup la radio, Stéphane, depuis le début. Qui se disent, alors ça peut être le comité, ça peut être entre les coureurs. Là, on n'entend pas bien ce qui se dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bavardage, j'ai l'impression. Oh, regarde à droite, tout à droite, 2 bateaux très très proches. Oui. Alors il y a Charal en tout cas, et alors on voit qu'ils sont en train de... Ils sont à 2 doigts de se toucher. Ouais, voilà. Donc là, c'est Charal qui est prioritaire et qui peut forcer l'autre bateau à resserrer plus le vent. Et là, on est à bord avec Thomas Ruan qui semble être en tête pour l'instant des IMOCA, qui a pris le meilleur départ, qui est un des 2 favoris avec Charlie Dalin. Il a gagné la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Et on retrouve donc ces ultimes, Banque Populaire là, qui est au vent de Sodebo, SVA Lazartic qui est parti un peu plus sous le vent, et donc Gitana qui est l'ultra favori, on peut le dire, ce bateau, qui a tout gagné. Et on voit qu'il y a déjà des trajectoires un petit peu différentes, des bateaux qui cherchent à remonter plus ou moins serré près du vent, d'autres qui cherchent à accélérer, puisque quand l'angle par rapport au vent augmente, la vitesse augmente également. Oui, puis en fait, comme c'est des prototypes, ils ont chacun leur spécificité. Certains vont un peu plus vite en étant un peu plus abattus, d'autres vont serrer un peu plus le vent, donc faire une route plus directe, mais en allant un peu moins vite. Ça va jouer un peu comme ça. Avec les images, c'est génial. C'est des très belles images. Et donc on voit Armel Leclerc qui lui fait ce qu'on appelle beaucoup de caps, c'est-à-dire qu'il resserre très très fort le vent.
là où Gitana, Charles Caudrelier, a un angle un petit peu plus ouvert. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'on voit un bateau qui fait 15-16 tonnes et qui est appuyé sur 5 mètres carrés de foil, de safran et de dérive. C'est complètement hallucinant, quoi. C'est incroyable. Et alors ces bateaux-là, il faut bien avoir en tête que dès qu'ils vont accélérer, c'est-à-dire avoir un vent qui vient plus latéralement, ils ont quasiment tout le poids du bateau du coup sur le foil. On voit que les coques sont encore en contact avec la mer. Ce qui est complètement différent, là on le voit avec Everial, c'est qui c'est Stan Furet, classe voilà. 40, qui sont donc des bateaux sans foil et qui sont beaucoup plus marins, beaucoup moins aériens, avec une quille qui vient aussi les tenir dans l'eau et les empêcher de se renverser. Donc c'est des bateaux qui peuvent gîter, c'est-à-dire qu'ils peuvent pencher beaucoup, mais qui sont normalement avec un plomb bien profond dans l'eau pour les empêcher de se retourner. C'est ça, c'est le principe d'une balançoire. Il y a le vent qui appuie d'un côté et l'autre côté, on met du poids pour donner de la stabilité. Donc là, on voit des très belles images du bateau Gitana avec des voiles magnifiques et on sent que tout est bien optimisé sur ce bateau. Et alors ce qui permet aussi de mesurer la vitesse, c'est quand on voit les bateaux suiveurs à côté, ça donne une impression de facilité quand on voit Gitana avancer, mais quand on voit le bateau derrière qui va vraiment vite, alors qu'on voit effectivement qu'il a dû toucher quelque chose. Alors, il y a effectivement ouais, c'est assez étonnant de voir sur la coque centrale. Alors ça pourrait être le corps mort, pourquoi pas, quand ils étaient au mouillage devant Dinard. Est-ce qu'en partant, il y a une amarre qui serait restée bloquée, ça pourrait arriver? On espère que c'est juste de la peinture et que c'est pas plus violent que ça, parce que si c'est de la strate et un trou, là c'est impossible à réparer en mer. Il faut sortir le bateau de l'eau pour réussir à réparer quelque chose. Ce qu'on peut dire en tout cas sur ces bateaux-là, sur ces ultimes qui ont aussi des gros moyens, hein, c'est des budgets énormes. Ils ont des semi-remorques, des petits fourgons qui vont parcourir la Bretagne pour pouvoir aller sur un port, mettre un semi-rigide à l'eau et pouvoir dépanner les bateaux sur les premières heures de course. Exactement, en fait, dans un rayon de 150 000, donc presque 300 km, les bateaux peuvent s'arrêter sans pénalité. Donc on peut faire confiance à l'équipe Gitana dans le cas où ils ont forcément repéré cette petite accroche sur la coque. Si c'est sérieux, peut-être qu'ils jugeront nécessaire de faire une réparation rapide avant d'affronter l'Atlantique. En tout cas, c'est potentiellement déjà un très gros handicap si ce qu'on vient de voir se révèle être plus grave que juste un peu de peinture. Oui, parce qu'effectivement, ces bateaux ont de telle vitesse, il y a des pressions de mer très très fortes sur la coque, et donc s'il y avait un petit accroc, ça pourrait générer un petit déchirement des tissus, donc c'est à surveiller sans doute pour Charles. Parce qu'il s'agit quand même de traverser l'Atlantique, d'aller affronter, même s'il y a moins de mer que si on était parti dimanche dernier, ils vont quand même affronter un front, voire deux fronts, aller chercher et du vent et de la mer. Donc il faut quand même avoir confiance en sa machine et que tout soit opérationnel. Et c'est vrai que ça, c'est un paramètre important parce que quand le skipper forme un duo avec son bateau, c'est très important d'avoir confiance dans son bateau pour pouvoir en tirer le meilleur. Et peut-être que pour Charles, ça peut être une pollution s'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est endommagé sur la coque. Alors ce qu'on voyait là sur Sodebo, c'est justement un de ces impadices. On voit le foil là en gros plan. Celui-là est relevé parce que le bateau est actuellement appuyé sur le foil sous le vent. Ça fonctionne comme un avion, c'est ça, ça vient appuyer dans l'eau. C'est exactement ça, hein, c'est le principe d'une aile. Avec la pression de l'eau, ça vient sustenter le bateau qui peut donc accélérer très fortement puisque les coques ne sont plus en contact avec les vagues. Et là, on a le grand écart. Et voilà, et ça, c'était le bateau, comment dirais-je, le même, ou si ce n'est celui-là qu'avait Mike Burch sur la première édition, qu'il a remporté en 78, qui devait s'appeler Olympus, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça, Olympus, et qui a gagné la première roue du Rhum en 78 pour 98 secondes. La légende de la roue du Rhum, elle s'est construite forcément avec cette arrivée, un monocoque qui se fait dépasser par ce tout petit multicoque jaune pour une poignée de secondes. C'est ça, avec donc Malinowski qui était le skipper du grand bateau, qui je crois qu'il y avait un écart, un des plus faibles de l'histoire de la route du Rhum, avec peut-être 1 minute 30, je ne sais plus, entre les deux bateaux. Donc là on est dans la flotte des classes 40, on voit que c'est une flotte qui est beaucoup plus regroupée, les bateaux sont plus petits, plus agiles, et donc ça permet de mieux gérer le contact. Et là on est à bord avec Charlie Dalin qui est en manœuvre.
Donc, alors là, il est en train de mouliner sur le winch. À quoi ça sert ce winch? On les voit effectivement faire passer leur vie à forcer les bras et le dos là-dessus. en fait, c'est ce qui permet de démultiplier sa force sur ce qu'on appelle les winches, hein, ces cylindres sur lesquels on met les cordages, et ça permet d'exercer des efforts qui sont en centaines de kilos, voire en tonnes, ce qu'on ne saurait pas évidemment faire à la main. Donc pour un skipper, sur tous les bateaux, c'est pareil. On passe des heures et des heures à tourner ces manivelles, ce qu'on appelle souvent le moulin à café. Ouais, et puis ils en font sur le bateau, et pour l'avoir vu avec Armel Lecléache, ils en font aussi à terre à l'entraînement, en salle. Ils passent des heures et des heures sur ces moulins à café pour tourner les bras. Pour un ultime comme celui d'Actual là qu'on voit d'Yves Le Blévec, c'est 40 minutes quasiment de moulin pour chaque manœuvre. Donc ouais, c'est très exigeant, c'est des efforts cardio, c'est-à-dire des efforts un peu longs. Et il y a des sports qui préparent bien cette colonne à café. C'est notamment le kayak, par exemple, puisque ça fait exercer un mouvement qui ressemble un petit peu en termes de sollicitation musculaire. Donc là, on voit une flotte qui commence déjà à s'étirer, hein, des vitesses qui sont des écarts de vitesse assez significatifs entre les bateaux, et notamment en classe 40. Et en ultime, on reste assez groupé à l'échelle, en tout cas de vitesse. Le tenant du titre, IDEC, qui est forcément un petit peu en retrait. Il a un bateau qui a gagné 3 fois de suite la route du Rhum, mais qui est forcément un peu vieillissant. On parle de 20% moins vite, ou en tout cas les autres 20% plus rapides pour les bateaux de dernière génération, qui sont des bateaux volants, alors que IDEC, lui, est un bateau qu'on pourrait dire marin. Plus marin, donc ça va sans doute influer un petit peu sa stratégie, parce que quand on regarde ce qu'on appelle les routages, donc ces simulations de route optimum pour rejoindre la Guadeloupe, on se rend compte qu'il y a des options qui font passer très au nord pour aller affronter successivement 2 dépressions avant de glisser plein sud vers les Antilles. Donc c'est des routes qui semblent rapides, mais qui sollicitent beaucoup les bateaux. Donc on peut sans doute parier que Francis Joyon va privilégier des options comme celle-là, un petit peu rugueuses. Justement, quand on sait qu'on n'a pas les mêmes armes que ses adversaires, qu'on a déjà gagné la route du Rhum, qu'on n'a rien à perdre, tout à gagner, on peut s'amuser à faire peur aux autres en allant sur une route complètement différente, et puis après on compte les points à l'arrivée finalement. Ça va être effectivement le jeu de Francis Joyon. Il y a une chose que détestent les régatiers comme François Garbard, Armel Lecléache, c'est un bateau qui prend une route très différente, parce qu'on ne peut pas faire du marquage évidemment comme ça à distance. Donc je pense que c'est évidemment le jeu de Francis, lui, c'est d'aller chercher une option que ne peuvent pas ou ne voudront pas aller chercher les autres skippers. Là on voit un Ocean 50 qui sont les petits frères, hein, des ultimes, qui sont des bateaux qui vont très vite avec comme il faut ici. Puis on revient sur IDEC Sport. On voit que c'est sportif auprès, mine de rien. Les bateaux sont sur un pied, 2 pieds, mais pas sur 3 pieds là. Alors on voit que sur les Ocean 50, Francis Joyon qui est sur son vélo, il a un vélo à l'arrière, lui il ne mouline pas avec les bras, il mouline avec les jambes. Alors ça donne effectivement plus de puissance. Ça avait été installé, si je ne m'abuse, par Franck Camas quand il avait participé à la route du Rhum sur ce bateau. Et on voyait tout à l'heure sur les images des Ocean 50 qu'en fait ce sont des bateaux qui sont beaucoup plus volages, qui sont 2 fois plus petits, hein, que les ultimes. Donc c'est des bateaux très vifs, plus instables dans la mer, et on voit sur les images que c'est pas les mêmes comportements. Là on voit le bateau au contraire de Francis Joyon qui passe très très bien la mer. On sent que c'est un bateau qui a été taillé pour le grand large. Et qu'est-ce qu'il faisait là justement? On a l'impression qu'il est presque de l'extérieur, on pourrait dire il est tranquille, il est au pont et puis il regarde ce qui se passe. Non, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, mais si son bateau est bien réglé, que les voiles sont bien bordées, après c'est d'ajuster les réglages, donc c'est plus fin. Ça va être quelques centimètres parfois d'écoute pour ouvrir, refermer un petit peu une voile, et puis c'est de gérer aussi les bateaux autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision potentielle. Donc là, les bateaux vont longer la côte d'Émeraude de la pointe du Groin, ils vont passer devant Saint-Malo, ils vont passer longer toute cette côte d'Émeraude, Saint-Calguildo, et puis après ils vont aller virer un petit peu avant le Cap Fréhel, qui est la dernière bouée avant le grand large, et puis après on va laisser sur la gauche le Finistère. Est-ce qu'on passe entre les côtes bretonnes et Ouessant? Est-ce qu'on passe au large de Ouessant? C'est quoi la route? Alors, la route idéale dépend évidemment de la météo. Là, on voit que la route directe, ce qu'on appelle l'orthodromie,
peut être jouable. Donc ça inciterait à passer à l'ouest de Ouessant. Mais moi, je pense qu'en Ocean 50, il y a beaucoup de skippers qui vont sans doute tenter une option plus sud, plus raisonnable. Donc il y a fort à parier qu'on voit des skippers passer à l'intérieur de Ouessant, voire même dans le chenal du Four. Donc ça, c'est le chenal qui est même à l'intérieur de Molène et qui fait passer près du Conquet. Donc c'est presque une navigation côtière et c'est une option qui est prise par des bateaux qui cherchent à plonger dans le sud. Et Donc ça, ce sera cette nuit, donc ça veut dire aller se rapprocher de la côte pendant la nuit, dans une zone où il y a aussi pas mal de cargos, des bateaux de pêche. J'imagine qu'il va falloir être hyper vigilant sur les premières heures de course. Alors ça va être des heures de course très délicates, avec beaucoup de sollicitations pour les skippers, parce qu'il va falloir arbitrer dans les choix stratégiques. Alors il y a beaucoup de travail amont qui leur ont permis d'identifier a priori l'option qu'ils vont choisir, mais en général cette option elle est reconsidérée par le skipper jusqu'au dernier moment, parce que les systèmes météo peuvent évoluer et il faut être absolument sûr de son choix.